terme de cet exercice, nous pouvons nous intéresser à notre synthèse sur la personne grammaticale, l'auteur-narrateur et le personnage, et sur le statut du narrateur. Il est bien évident que si vous avez une imprimante, que vous avez encore de l'encre et du papier, vous pouvez imprimer directement la synthèse avec son corrigé. Dans l'idéal, ce serait tout de même de recopier les mots manquants de la synthèse sur la fiche muette. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, et si vous n'avez plus d'encre et si vous n'avez plus de papier, vous pouvez recopier la version à copier dans laquelle j'ai supprimé quelques informations pour que ce soit tout de même un petit peu plus court. Intéressons-nous donc à nos synthèses. La première porte sur la personne grammaticale. Nous avons vu que dans un texte, pour définir quel était le statut du narrateur, il fallait d'abord savoir à quelle personne grammaticale était rédigé notre texte. Deux possibilités. La première, c'est que le texte comporte des indices de présence du locuteur ou du destinataire. On peut relever des pronoms personnels, on peut relever des possessifs, des déterminants ou des pronoms possessifs de première personne ou de deuxième personne. Eh bien, le texte est rédigé à la première personne. Deuxième possibilité, le texte ne comporte pas d'indice de présence du locuteur ou du destinataire. Eh bien, le texte sera rédigé à la troisième personne. Inutile de préciser s'il s'agit d'un singulier ou d'un pluriel, parce que lorsque l'on raconte une histoire, les personnages peuvent être un ou plusieurs. Donc on est amené à utiliser il au singulier, il au pluriel, elle au singulier ou elle au pluriel. Il est bon également de rappeler ce qu'est un auteur, un narrateur, un personnage. L'auteur, vous le savez, c'est celui qui écrit l'histoire. C'est un être de chair et de sang, c'est donc quelqu'un qui a véritablement vécu, ou qui vit encore. Parmi les grands auteurs que vous connaissez Victor Hugo, Guy de Maupassant, Émile Zola, mais vous en connaissez beaucoup d'autres. Le narrateur, lui, n'est pas celui qui écrit l'histoire, mais il est celui qui raconte l'histoire. Il est dans tous les cas imaginé par notre auteur. Il est un être d'encre et de papier. Par exemple, dans La Dame aux Camélias, l'auteur, eh bien, Alexandre Dumas, fils, c'est-à-dire qu'il est le fils d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, donc il est Alexandre Dumas, fils, et il a imaginé un narrateur, dont on sait très peu de choses, un homme qui raconte la vie d'une courtisane. Autre texte intéressant, Le Paradis des chats, dans lequel l'auteur est Émile Zola, mais le narrateur n'est pas Émile Zola, puisque le narrateur est un chat. Et jusqu'à preuve du contraire, Émile Zola n'est pas un chat. Il ne faut pas confondre la notion d'auteur et la notion de narrateur. Il faut bien distinguer les deux. L'auteur, c'est celui qui écrit et qui imagine. Le narrateur, c'est celui qui invente. Dans tous les cas, le narrateur est imaginé par l'auteur. Néanmoins, dans certains textes, ils peuvent renvoyer à la même personne. Ce sont les textes autobiographiques. Dans l'autobiographie, parce que le narrateur a le même nom que l'auteur, on pourra dire effectivement que l'auteur et le narrateur renvoient à la même personne. Mais même dans un texte autobiographique, le narrateur n'est plus l'auteur. Il reste une portion de lui-même que l'auteur imagine. Dans la mesure où l'auteur d'une autobiographie est quelqu'un qui a vécu, a mûri, qui connaît la fin de l'histoire qu'il raconte, eh bien, il imagine un narrateur qui porte un regard critique sur le personnage qu'il était. Mais l'auteur est déjà plus vieux que le narrateur qu'il a imaginé. Donc on s'aperçoit que dans l'autobiographie, il y a plusieurs jeux. Le jeu du personnage, celui qui agit dans l'histoire, mais le jeu du narrateur, celui qui raconte l'histoire du personnage, et puis se cache aussi l'histoire de l'auteur, qui met tout ça en scène. Donc il est important de ne pas confondre l'auteur et le narrateur. Au bout de la chaîne, il y a celui à qui est destinée l'histoire, le lecteur. Et le lecteur s'intéresse à ceux qui participent à l'histoire, qui lui aussi relève de l'imagination de l'auteur, qui est un être d'encre et de papier, à savoir le personnage. Nous pouvons maintenant nous intéresser au statut du narrateur. Cette notion de statut du narrateur ne doit pas être confondue avec la notion de point de vue du narrateur. Nous allons voir ensemble, ensuite, ce qu'est le point de vue du narrateur. Pour l'instant, nous nous intéressons exclusivement au statut du narrateur, c'est-à-dire au rôle que le narrateur joue dans l'histoire qu'il raconte. Je vous ai expliqué auparavant que le mot statut vient du latin statum, qui est le participe passé du verbe être. Statum a donné notre participe passé était,
mais a donné aussi le mot état. Il a donné également le mot statut. Le statut, c'est dire ce que l'on est, dire le rôle que l'on joue dans un groupe. Donc il s'agit ici de dire tout simplement quel est le rôle du narrateur dans le texte. Nous verrons un peu plus tard que la notion de point de vue signifie autre chose. Donc pour définir le statut du narrateur, eh bien je dois d'abord savoir à quelle personne grammaticale est écrit mon texte. Et là, je n'ai que deux possibilités. Soit mon texte est rédigé à la première personne, soit mon texte est rédigé à la troisième personne. La plupart des textes que vous avez étudiés dans le chapitre 2 sont des textes rédigés à la troisième personne. Dans ces textes, le narrateur était absent de l'histoire. Il n'est pas un personnage de l'histoire qu'il raconte. Je n'arriverai pas à mettre mon... Voilà, oui. Il est absent de l'histoire. Il est quand même visible. On ne connaît pas ce narrateur, on ne sait rien de lui. On dit qu'il s'efface derrière son récit, que l'histoire semble se raconter toute seule. Autre cas de figure, c'est lorsque le texte est rédigé à la première personne, que nous avons donc pu relever dans le texte des indices de présence du locuteur. Nous avons alors deux possibilités. Soit le narrateur raconte une histoire dans laquelle il est le personnage principal, il est au centre de l'aventure qu'il raconte. C'était le cas, par exemple, du Paradis des chats. Le chat qui raconte son histoire de chat. Mais il peut aussi, tout en étant un personnage de l'histoire, non plus raconter sa propre histoire, mais raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Il est donc un narrateur, il est donc un personnage, mais il n'est plus le personnage principal de l'histoire. En revanche, il est un narrateur témoin. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de raconter l'histoire. C'est parce qu'il a été témoin de la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'on lui a raconté la vie de quelqu'un d'autre, qu'il va pouvoir la raconter à son tour. C'était le cas, par exemple, dans La Dame aux Camélias. Le narrateur de La Dame aux Camélias, qui est bien un personnage de l'histoire, nous raconte d'abord l'histoire de Marguerite Gautier, l'histoire d'une courtisane célèbre du XIXe siècle. Dans Le Paradis des chats, pas dans Le Paradis des chats, mais dans Un fou de Guy de Maupassant, le narrateur, dont on ne sait absolument rien, s'efface pour raconter l'histoire de Jacques Parent. Donc ces narrateurs-là sont bien des narrateurs personnages, mais des narrateurs témoins. Dernier aspect concernant le narrateur, on peut se demander si le narrateur est un être réel ou un personnage fictif. C'est-à-dire s'il renvoie à quelqu'un qui existe véritablement, ce qui serait le cas dans l'autobiographie, ou s'il est un personnage complètement inventé. On peut dire que dans Le Paradis des chats, le « je » est complètement fictif, puisque Émile Zola a imaginé un personnage de chat qui raconterait sa vie.